Oui, c'est bon. Allô? Oui. Bonsoir. Pas très bien, hein. Monsieur Bruno de Rien? Allô? Allô, monsieur de Rien? Oui, mais c'est pas, la raison est pas très bonne, hein. La liaison est pas bonne. Non. Non. Vous m'entendez peut-être mieux là? Oui, on avait déjà fait une émission ensemble, non? Je pense qu'on est à l'antenne en fait, il me semble. On était à l'antenne, là? Oui. Ok, ben, allez, on est parti. D'accord. Bah, en tout cas, bah, bienvenue sur Oville Lumière, la web radio. Et puis, merci d'acquitter du temps du soir. Oh là là, j'entends rien du tout, là. C'est Ah oui, là, tu vas voir un retour. Ah non, là, je peux pas répondre à des questions, là, j'entends rien du tout. Allô? Oui. Non, bah, allez-y, on y va. Voilà, j'espère que... Donc, ben, je reprends, donc, à nouveau, bienvenue sur notre web radio Oville Lumière. Je serai ce soir pour m'accompagner dans cette émission avec Stéphane Chabignan. Donc, Stéphane, je sais pas, tu es là? Ah, je ne sais pas si Stéphane est là. Bon, bah en tout cas, il va nous rejoindre pendant l'émission. Donc, si c'est possible, il nous rejoindra et il vous posera également quelques questions. Je vais d'abord commencer, comme je le fais toujours par tradition, de faire une petite bio de notre invité. Donc, et vous me corrigerez s'il y a des erreurs. Donc, vous êtes né le 9 avril 1964 à Brest. Donc, jusque-là, nous sommes heureux, c'est bien, j'invite un autre breton. Et donc, vous avez d'abord fait des débuts remarqués en Ligue de Bretagne. Et vous avez entamé une carrière professionnelle d'arbitre de haut niveau à partir de novembre 91, à l'occasion du match de Ligue 2 opposant Laval à Anceny. On a reconnu et on a loué votre professionnalisme déjà à l'époque, et vos prestations vous ont valu au printemps 96 qu'on vous confie le soin d'officier lors de la finale de la Coupe Gambardella entre Nantes et Montpellier au Parc des Princes. Voilà, le 17 août, toujours donc de la même année, 96, vous avez fait votre baptême du feu en Ligue 1. Vous avez été arbitre central du match Lens-Nancy, votre premier match en Ligue 1. Vous ensuite, le 20 mai 2007, vous étiez... alors ça, c'était votre dernier match en 2007, Guignon-Bastia en Ligue 2. Et au total, vous avez à votre actif arbitré 350 matchs de niveau professionnel, avec comme sommaire, entre guillemets, la finale de Coupe de France 2005 entre Auxerre et Sedan. Et vous avez également officié lors de 40 rencontres internationales, toutes coupes européennes confondues. Et voilà. Et vous avez aussi une plume, puisque vous avez écrit 3 ouvrages, entre autres, dont un qui a été la meilleure vente de l'année dans la catégorie sport, et vous avez également, vous êtes aussi consultant, vous étiez consultant d'abord pour M6, après lors de l'Euro de football, vous avez pour l'équipe, pour Europe 1, sur RTL. Vous êtes toujours sur RTL d'ailleurs? Oui, j'ai très bien voir. Et sinon, autre particularité, donc vous avez reçu au niveau de votre carrière un prix, le prix Jacques Marchand, défense de l'esprit sportif, donc le 5 décembre 2011, en récompense de votre carrière et de vos écrits en fait également. Et je dirais consécration au-dessus encore, il y a un prix à présent qui s'appelle le prix Bruno de Rien, juge et arbitre, qui a été créé par l'association française pour un sport sans violence et pour le fair play, donc en 2013. Tout à fait. Et quelques Colombo qui ont été le premier de Rien. Oui. Le Colombo qui sont internationaux. Voilà. Et vous êtes reconnu pour avoir votre franc, pareil tout de même en tant que consultant, y compris pour cette Coupe du Monde avec le match contre le Nigeria
en disant bien que la France aurait dû avoir peut-être pas peut-être, mais sûrement quelques cartons de plus, y compris un carton rouge contre le Nigeria. Donc voilà, et vous faites aussi un peu de politique. Donc je résume à peu près, mais c'est dans les grandes lignes, ça doit être ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez rajouter par rapport à cela et que vous pensez que les auditeurs devraient savoir? Non, ma vidéo est complète, ma page Wikipédia est actualisée. Voilà. Et oui, c'est des fois bien utile, et puis bon, des interviews à côté, mais c'est vrai que les interviews ont un peu complété, comme votre déclaration, justement, du fait de regretter qu'il n'y ait pas d'arbitre français pour la Coupe du Monde, également, et puis également, donc, votre avis sur le match, France-Nigeria passé. Donc, je ne sais pas si mon collègue est présent maintenant. Oui, je suis. Si on m'entend bien, je suis là. Voilà. Je te laisse la parole. Oui, bonjour, Roger de rien, Stéphane Chamillian. Bonsoir. Je suis psychologue et préparateur mental et j'interviens pour la radio Ville Lumière et on est heureux de vous accueillir. C'est un plaisir de participer à votre émission. Voilà, j'aurai aussi quelques questions tout au long de l'émission. Je te laisse voir. Oui, je suis prêt à répondre à vos questions. D'accord, c'est très gentil. Merci. Christian, tu as des... Vas-y, tu peux commencer. Je te donne le feu vert, vas-y. D'accord. Écoutez, moi on va un petit peu rentrer peut-être dans le vif du sujet, parce que bon, c'est vrai que il est difficile parfois de supporter en tant qu'arbitre le stress, la pression de certains grands matchs, des médias, et puis j'ajouterai aussi de la part aussi du grand public. Et j'aimerais avoir un peu votre avis aujourd'hui sur la préparation mentale et qu'est-ce qu'elle pourrait aussi, cette préparation mentale, apporter aux arbitres de demain. Oui, c'est une bonne question. Bon, moi, tout au long de ma carrière, nous n'avons jamais été accompagnés par des psychologues du sport. Je pense que c'est une bonne chose d'ailleurs qu'il y en ait, je crois. Alors, je tiens à préciser que je n'ai aucune fonction dans l'arbitrage français, donc je ne sais pas trop ce qui s'y passe maintenant. Je suis en dehors, je suis un observateur. Mais je pense que l'aspect physique est pris en considération, et c'est bien. Aujourd'hui, des arbitres qui sont de vrais athlètes, parce que faut savoir qu'un arbitre court en moyenne entre 10 et 12 km par match. Donc un arbitre doit être en pleine possession de ses moyens physiques. Ils ont des préparateurs physiques, ils ont des stages régulièrement, ils ont des stages de récupération. Donc voilà, cet aspect-là est pris en considération par les arbitres de haut, et c'est normal, parce qu'on ne peut pas imaginer faire l'instant un arbitre qui saute en condition, en tripotant, et à 25 mètres de l'action, c'est plus possible. Bon. Après, il y a l'aspect, comme vous l'avez dit, moral, la préparation mentale d'un match. Et c'est vrai que être arbitre de football, de haut niveau, c'est pas facile. Ça demande une certaine forme beaucoup de personnalité, de courage, de persévérance. Mais aussi, il faut savoir préparer ces matchs mentalement. Parce que vous avez répété tout à l'heure, vous l'avez rappelé, il y a une pression médiatique avec 20-25 caméras qui retransmettent les matchs, une pression bien sûr du résultat, parce que les équipes ne veulent plus perdre, une pression aussi populaire dans le stade. Regardez les arbitres qui dirigent les matchs du Brésil, c'est pas toujours facile. Donc voilà, ça se prépare. Alors moi j'ai toujours milité pour qu'il y ait un accompagnement psychologique des arbitres aussi, mesurer le côté émotionnel, la charge émotionnelle que représente un match. Et moi je pense aussi que la différence entre les arbitres se fait dans la résistance à la pression. L'arbitre qui est fort, qui ne doute pas, qui est en pleine possession de ses moyens physiques mais aussi psychologiques, je veux dire, eh bien, après une grosse polémique, saura rebondir. Parce que les arbitres sont des hommes seuls, ils sont un peu comme les gardiens de but, ils sont seuls.
à la semaine, ils sont seuls, ils sont avec leur assistant, ils forment un trio ou un duo des fois. Donc il n'y a pas une équipe derrière pour venir les soutenir, un coach pour venir leur parler tous les jours, pour les remettre en confiance. Un arbitre, c'est comme un joueur. Il a besoin de se sentir en confiance pour faire un bon match. Donc il faut travailler là-dessus. Et je pense que la VTA actuellement doit travailler là-dessus. J'ai vu des papiers où ils allaient un petit peu mesurer le quotient émotionnel des arbitres, aider les arbitres à mieux appréhender toutes ces pressions. Oui, vous avez aussi parlé de personnalité, donc il y a aussi peut-être aussi un lien entre cette résistance, vous dites résistance à la pression, et puis des facteurs de personnalité, des traits de personnalité comme la persévérance, comme la rigueur. Je pense qu'un arbitre doit aussi être rigoureux dans l'application de ses décisions, mais peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, un peu psychologue aussi. Bien sûr, et c'est important de comment dirais-je, de l'esprit et la lettre. Parce que si on appliquait un règlement à la lettre, pas un seul match ne se terminerait. Moi, j'ai vu beaucoup de matchs de la Coupe du Monde, parce que vous l'avez rappelé, je suis ça pour le bien, mais j'ai beaucoup aimé l'arbitrage de M. Webb lors du match Brésil-Chili, dans les huitièmes de finale. Où là, on avait un arbitre qui était vraiment qui dominait la situation. Et qui a sorti, alors a pu sortir plus de cartons, plus siffler des essais joués. Il était vraiment dans le match, dans l'esprit du match. Il dégageait une force, vous voyez, une force tranquille. Le match ne lui a jamais échappé. Il a su parler aux joueurs, dédramatiser certaines situations conflictuelles, avoir le sourire, avoir le geste qu'il faut, dominer son sujet. Alors ça s'apprend. On fait une aussi, il y a cette force qu'on doit avoir, mais ça se travaille. Et je trouve que lui, il est arrivé dans ce là. En tout cas, sur ce match-là, je l'ai trouvé vraiment bon et à montrer dans les écoles d'arbitrage. Vous voyez, à la fois la rigueur quand il faut avoir la rigueur, et de la psychologie, de la compréhension quand il faut en avoir. Et oui, parce que c'est très difficile, parce que vous voyez, je regardais moi aussi un match, le match des Pays-Bas face au Mexique, avec ce pénalty qui a été donc accordé aux Hollandais. Et après la visualisation du ralenti, dans les consultants, auprès des consultants qui donnaient leur avis, chacun avait un avis différent. Chacun avait un avis différent. Ah oui, parce que l'image... Et on est avec la vidéo, on est avec le support vidéo, donc rendons-nous compte de ce qui se passe en temps réel. Parce que, bien sûr, il faut rappeler que l'arbitre, il n'a pas de ralenti, il doit prendre une décision très vite, dans les secondes qui suivent, donc il n'a pas souvent le recul nécessaire, notamment quand on voit les hors-jeu. Si tu parles, le but qui a été refusé aux Nigérians face à la France. Donc dans le jugement du hors-jeu, vous devez prendre en considération les pieds, les jambes et le torse. Et non pas les bras. Donc, voir que les Nigérians ont un pied devant, bravo, comment dirais-je, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, pardon. Donc c'est extrêmement compliqué. Et donc, voilà, donc bravo à lui. Bravo à lui, parce que le jugement de leur jeu, c'est extrêmement difficile à voir. C'est difficile à voir, c'est vrai. Et voir, et puis les images n'expliquent pas tout. Les images, vous savez, les images qui prouvent, voilà, la même Thierry Henry, par exemple, des élèves que l'on a voir, mais les images où on peut toujours interpréter. Et les images ne donnent pas la vérité, forcément. Donc forcément, même si on a la vidéo dans le football, pour l'arbitrage, il faudra toujours arbitrer face à une image. Et de noter 10 arbitres face à une image, vous aurez 5-6 qui donneront une décision, et les 4 ou 5 autres qui donneront une autre décision. Et au final, ce sera toujours un arbitrage qui sera rendu. Parce que arbitrer, ça reste une activité humaine. Exactement, une activité humaine, donc quelque part, une part subjective qui reste en présence, et ce, bien que le travail de l'arbitre requiert une rigueur objective, il
il n'en reste pas moins une part subjective à son travail, me semble-t-il. Mais c'est très subjectif, le travail, hein, c'est très subjectif. L'arbitrage, ça reste une activité humaine. Et c'est aussi pour ça qu'on aime le foot, cette part de hasard. Bon, voilà, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours un homme qui sera sur le terrain avec un sifflet et qui prendra les décisions. Il faudra un joueur comme l'accepter. Voilà. Et ça fait, c'est ça. Pour arbitrer. C'est ça, mais je pense aussi qu'il faut savoir l'accepter. Ça prend du temps à l'accepter. Parfois, ça prend du temps, et dans ce temps-là, il faut aussi comprendre que le grand public ait des moments un peu, des expressions émotionnelles négatives à l'encontre de l'arbitre, mais il faut prendre en compte aussi ce temps d'accepter le facteur humain chez l'arbitre, parce que ça fait partie aussi de la beauté du football, ce football où justement, ce sport où justement tout peut arriver, où des équipes, on le voit lors de certaines compétitions nationales comme les Coupes de France ou autres, où des équipes amateurs, elles peuvent renverser des équipes professionnelles, et ça fait partie de quelque chose, en psychanalyse on appelle ça un peu le réel, hein. Ça fait partie de quelque chose qui contribue à la beauté du sport. Et je pense qu'on doit intégrer aussi l'arbitre comme la décision arbitrale comme quelque chose qui fait partie du jeu. Voilà. Surtout si cette décision-là, elle est travaillée dans une neutralité, elle est travaillée dans une recherche d'objectivité, avec, à partir de sa propre subjectivité de l'arbitre. Mais bien sûr, vous avez raison, vous avez entièrement raison, mais ça restera toujours, comme vous dites, de l'interprétation. Alors tous ceux qui militent pour la vidéo, ok, pourquoi pas, mais ça va parler de tous les problèmes, ça peut même compliquer la tâche des arbitres et en créer d'autres. Donc voilà le problème. Mais voilà, je crois qu'il faut un jour ou l'autre se dire que bon, les arbitres sont perfectibles, la perfection n'existe pas dans une activité, pas même dans l'arbitrage. Mais il faut, voilà, on a les 25 meilleurs arbitres bien sûr, sur les 64 matchs, je crois qu'il y a 64 matchs dans la compétition. Il y a forcément toujours 2, 3, 4, 5 matchs où il y a des erreurs, où il y a des interprétations peut-être erronées. Bon, il y a eu le premier match à penalty penalty pour le Brésil face à la Croatie qui a fait beaucoup d'encre. Il y a eu aussi, comment dirais-je, 2 buts refusés au Mexique contre le Cameroun. On peut trouver encore, il y a eu contre le Nigeria, la France aussi. Bon, il aurait pu être expulsé, comment dirais-je, notre français pour ce tâche. Matuidi sur le Nigérian. Bon, voilà, sur la compétition, vous avez toujours des erreurs. Bon, voilà, il y a toujours, tous les 4 ans, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Bon, voilà, donc moins on aura, mieux ce sera, on est tous d'accord. Bon, voilà, maintenant, espérons que les quarts de finale se passeront bien, le demi et la finale. En tout cas, il faut saluer le fait qu'il y ait la bonne technologie sur la ligne. Ça a au moins évité des problèmes de franchissement de ligne. On se souvient d'Allemagne en Angleterre en 2010. Bon, maintenant, les arbitres sont sereins quant à la ligne de confiance. Et là, ils savent qu'il y aura plus de soucis. Alors, je pense que l'Euro 2016, ils vont mettre ça en place. Je le souhaite pour les arbitres. C'est un pas qui est fait en avant pour aider pour les hors-jeux, peut-être aussi, ça pourrait s'envisager cette aide à la vidéo. Vous disiez, excusez-moi. Et je disais peut-être aussi pour les actions pour les hors-jeux, cette aide à la vidéo pourrait aussi être utile. Oui, peut-être, oui, mais après, si on commence à la vidéo pour les hors-jeux, on va mettre pour les rentrées de touche. Oui, on va plus s'en sortir. Bon, je pense qu'il faut laisser quand même à l'arbitre. Bon, moi, je suis partisan d'une vidéo assez limitée. Vous voyez, laissons la ligne et peut-être éventuellement dans la surface de réparation, qui est un peu la zone de vérité, où il y a toutes les polémiques.
commise dans l'OC maintenant? Est-ce qu'il y a un doute sur l'endroit de la faute? Est-ce que la faute est commise à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface de réparation? Tout ça est assez compliqué. Oui, c'est sûr. Mais bon, en revenant à la thématique de départ, sur la préparation mentale, je pense quand même que ce serait important d'avoir que les arbitres puissent être aussi entourés et rendre un petit peu, je ne dis pas rendre compte, mais pouvoir verbaliser tout ce qu'ils ressentent avant match, après match, auprès d'une personne qui sera principalement à leur écoute. Je pense pour éviter tout ce qui est solitude, éviter ce qui peut être certains moments aussi qui peuvent être vécus comme étant difficiles, ou des périodes qui peuvent être aussi dépressives pour l'arbitre. Voilà, tous ces moments où l'arbitre peut se sentir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, seul, je pense que ce serait important qu'il puisse trouver un lieu d'écoute neutre, bienveillant, où il va pouvoir dire tout ce qu'il ressent sur sa préparation, sur son travail, sur sa discipline sportive. Oui, je suis d'accord avec vous. Je partage votre opinion. Moi, j'aurais une petite question. Votre avis sur un propos tenu par une de vos collègues, qui est une des arbitres en foot féminin, qui est Laura Jetet, peut-être que vous la connaissez, et qui a dit que plutôt que de critiquer tout le temps les arbitres quand il y a des fautes, on devrait peut-être d'abord critiquer les joueurs qui les font. Oui, et moi j'ai un exemple, souvenez-vous le match de Ligue 2 Caen contre Châteauroux, où on a comment dirais-je, fait le procès de l'arbitre parce qu'il n'avait pas vu la main. Eh bien, alors que le joueur a marqué sur la main, moi j'aurais aimé que les joueurs viennent plutôt dire à l'arbitre, ben voilà, j'ai mis le but de la main. Je crois que la fin ne justifie pas tous les moyens dans le sport, et qu'il faut aussi aider les arbitres. Et ce pauvre arbitre de Ligue 2 a été suspendu un mois, ainsi que ses assistants après ce match. Vous voyez, ils ont un devoir de résultat, les arbitres. Ils sont aussi sanctionnés. Eh bien, comment dirais-je, voilà, donc là, j'aurais aimé, ça aurait été un beau geste que le joueur de Châteauroux, Lucas Roussin, le à l'arbitre, qui était perdu, qui cherchait de l'aide, mais j'ai marqué de la main. C'est aussi ça le sport. Vous voyez, si on veut améliorer les relations sur le terrain, le climat sur le terrain, il faut aussi que les arbitres, les joueurs aident les arbitres dans leur mission. Oui, parce que c'est aussi, quand cet arbitre, Laura Jetet, a tenu ce propos, j'ai dit, c'est vrai que je suis personnellement tout à fait d'accord, parce que c'est vrai qu'on fait un peu facilement porter le chapeau aux arbitres, et c'est vrai que le but premier, c'est peut-être la raison qui fait qu'on demande ça, c'est que lorsqu'une équipe va mal et qu'on attend des résultats, on va virer plus d'entraîneurs que les joueurs, parce que c'est l'un des seuls sports, c'est peut-être bien même le seul métier où, comme l'a dit un humoriste qui est Gaspard Proust, c'est le seul métier où le patron est viré quand ses joueurs bossent mal, quoi, quand ses employés bossent mal. Donc c'est vrai qu'on a tendance à trop peut-être mettre les joueurs au-dessus de tout le monde. Et puis il y a aussi ce côté argent. On peut revenir un petit peu pour rebondir sur le côté vidéo. C'est vrai que il y a toujours eu des erreurs d'arbitrage parce que personne n'est parfait et de tout temps. Mais ça a pris une ampleur telle que maintenant on demande la vidéo. Est-ce que vous ne pensez pas que s'il n'y avait pas autant d'argent en jeu, on ne serait pas autant à réclamer cette vidéo dans certaines actions, surtout dans les surfaces de réparation? Oui, bien sûr qu'il y a tellement d'enjeux, parce que le football a tellement évolué, et des enjeux colossaux économiques, et qu'on n'accepte plus l'erreur. Mais la défaite fait partie intégrante du sport. Il faut savoir apprendre à perdre. Quand on rentre sur un terrain, on ne gagne pas toujours. Et ça, la défaite est impensable aux yeux de beaucoup de dirigeants, parce qu'il y a tellement d'investissements dans le football aujourd'hui. Et tout ça complique bien sûr la tâche de l'arbitre. Puis les erreurs d'arbitrage, il y a toujours eu. Il y avait 25 ans, il y en avait autant. Sinon plus, on ne les voyait pas. Donc ils étaient moins contestés. Et la télévision aujourd'hui, quand le match du dimanche soir sur Canal+, il y a
25 caméras des fois qui retransmettent les matchs et qui décortiquent les actions dans tous les angles. Mettez-vous à la place de ces pauvres hommes qui ont aucune yeux pour juger. Et donc ça faut que les gens comprennent ça, que c'est difficile. Alors, bien sûr que des fois il y a des erreurs, mais une erreur d'arbitrage, moi j'ai toujours dit que c'est une erreur qu'on voit en live, en direct. Et pas au 5e ralenti, au 6e, des fois il faut 5, 6 ralentis. Et au bout de 5, 6 ralentis, on ne sait toujours pas s'il a pris la bonne décision ou pas. Donc voilà, qui était rejeté depuis le début. Bon, en direct, c'est comme on disait tout à l'heure, chacun va y voir. Bien sûr. Et en fait, vous pensez qu'il faut peut-être plus militer pour un football à visage plus humain, y compris au niveau de l'arbitrage, c'est-à-dire accepter que justement ça fait partie du jeu. Il y a quelques années, Platini le disait, et ça devait, voilà, ça fait partie du jeu, c'est humain, et l'erreur humaine en faisait partie, et c'était l'un des critères, l'un des éléments du match. Et vous pensez qu'il faudrait peut-être essayer de revenir sur ces bases-là, parce qu'il y a même d'autres grands commentateurs qui avaient dit un peu la même chose il y a quelques années. J'avais entendu également M. Pierre Fula, qui avait tenu aussi un peu le même genre de propos sur le foot. Je suis par rapport à l'humain, à visage humain. L'humain, les arbitres sont des humains, il faut... Allô? Oui. Allô? Oui. Je réponds là. Oui, bien sûr qu'il faut un arbitrage humain. Moi, je ne suis pas pour mettre des caméras partout. Il ne faut pas tout mettre un arbitre derrière chaque joueur. Non. Le football doit rester humain, une dimension humaine. Et puis, quelque part, est-ce que l'injustice ne mérite pas la légende du sport? Ça, c'est aussi un vrai débat. En 66, on ne saura jamais si c'était un but anglais, un franchi ou pas. Et puis, c'est ça qui fait l'histoire des Coupes du Monde. Voilà, donc il faut l'accepter. Alors, je peux comprendre aussi un coach ou des joueurs d'une équipe, victime d'une erreur, qui sont éliminés, qui fait tout le travail de plusieurs semaines, qui nous a mal par une décision d'arbitre. Ça, je l'entends aussi. Il faut que les gens sachent que les arbitres sont aussi des compétiteurs. Et ceux qui sont partis à la Coupe du Monde, ils veulent tous faire la finale. Ça, bien sûr, sauf ceux des équipes qui appartiennent au pays des équipes finalistes. Donc, ils ont été de bien faire, de donner le meilleur d'eux-mêmes, d'être bons, de ne pas être à la polémique. Un bon arbitre, c'est un arbitre qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas le lendemain. Et bien sûr, quand on voit le lendemain le déchaînement médiatique, moi je n'ai jamais vécu, parce que dans ma carrière aussi, il est arrivé de tenter, de ne pas prendre forcément toujours les bonnes décisions, on ne vit pas bien. Quand on est dans l'équipe, attaqué à la radio, tous les talk shows qu'il y a actuellement, on ne sent pas frais, croyez-moi. Oui. Et puis, mais c'est important ce que vous venez de dire. C'est ce que vous venez de dire. Je vais devoir dans quelques minutes vous laisser parce que j'ai d'autres rendez-vous. Si vous avez une ou deux questions encore. Non, moi je voulais juste faire une petite remarque. C'est important ce que vous dites, ce que vous venez de souligner. Bon, à travers le fait qu'on vive mal aussi par des erreurs, après des erreurs. Bon, ça nécessite aussi une prise de recul aussi. Mais ce que vous venez de dire aussi sur les erreurs. Les erreurs font partie de l'histoire du football. Et c'est pour ça qu'on se rappelle de grandes histoires comme la main de Dieu, comme voilà, on se rappelle parce qu'il y a. Je me souviens aussi de celui 82 parce que tout le monde en parle aujourd'hui. Cette pas de Schumacher. Oui. Allô. Oui, je termine. Cette penalty ratée ou arrêtée par Schumacher de Bossis accroupi, effondré, regardant ses coéquipiers. Donc c'est ça aussi qui fait la richesse du football. C'est pour ça qu'on l'aime pour toutes les images. Et voilà, il faut laisser cette dimension humaine au sport, mais faire en sorte aussi que les arbitres soient de plus en plus compétitifs, de plus en plus formés psychologiquement, physiquement, et voilà, que tout marche bien. Et puis je trouve que ça progresse, on va dans ce sens-là, mais il y aura toujours des erreurs aux yeux de certains. Il y aura toujours deux interprétations différentes. On est 65 millions de Français, on est 65 millions de fois de sélectionneurs, ou aussi 65 millions d'arbitres. Il n'y en a qu'un sur le terrain, c'est celui qui est désigné, et c'est celui qui prend les décisions. Ça, faut que chacun le comprenne. Voilà. C'est sûr. Oui. Mais c'est un grand débat et j'espère qu'en fait on aura peut-être l'occasion de vous revoir sur notre antenne pour parler justement exprès de ces bases sur l'arbitrage plus particulièrement.
également, et puis qui sait peut-être avec d'autres collègues, et peut-être également dans le cadre du foot féminin, puisque je parlais d'une de vos collègues arbitres, et puis bon, j'ai des liens avec des arbitres en foot féminin, puisque je suis spécialisé en fait dans le domaine. Donc, si jamais j'ai envie de vous en reprendre, de revenir sur notre antenne pour un débat pour l'arbitrage, sachez que vous serez le bienvenu en tout cas. Écoutez, merci, puis on sera tous demain derrière nos deux. Hein, oui, en espérant que l'arbitrage soit bon. Voilà, donc c'est l'arbitre argentin qui a été désigné, sa première Coupe du Monde, ça fait 4 ans qu'il est arbitre international, il a arbitré 3 matchs au premier tour, donc vraiment c'est une révélation, donc on lui souhaite bien sûr le meilleur pour demain. Oui, votre pronostic sur l'arbitrage, c'est bon arbitrage. C'est-à-dire que pas de décision, pas de situation conflictuelle à gérer dans les surfaces, ça fait la activité du arbitre. Mais voilà, j'espère qu'on aura un bon match, que les Français se qualifieront pour les demi-finales. D'accord. Mais en tout cas, c'est tout ce que toute la France. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.